Bom dia, estamos aqui reunidos com o professor Pierre de Lyon, que é psiquiatra infantil de formação e ensina na Faculdade de Medicina da Université de Lille. E vamos conversar um pouco sobre o percurso universitário dele e o trabalho que ele realiza na França. Bonjour, Monsieur de Lyon. Je voudrais d'abord vous remercier l'invitation, d'avoir accepté l'invitation. Je vais vous poser quelques questions, d'abord em português. Nós gostaríamos de ouvir algo sobre o seu percurso profissional e as relações dele com a universidade. Parlez-nous de votre parcours professionnel et de vos rapports à l'université. Mon parcours professionnel est un parcours d'étudiant en médecine qui ne se satisfait pas de la pauvreté de la relation pendant mes études de médecine et qui décide de faire de la psychiatrie à la suite d'un stage en psychiatrie où je découvre que les soignants qui travaillent là s'intéressent beaucoup à la relation humaine. Donc je vais faire psychiatrie d'abord avec les adultes pendant une douzaine d'années et puis ensuite je vais m'orienter vers la pédopsychiatrie parce que quand j'étais avec les adultes, je m'intéressais beaucoup à la schizophrénie et je constatais que les schizophrènes évoluaient vers l'autisme au bout d'un certain nombre d'années d'évolution de leur maladie. Et je voulais voir un petit peu ce qui se passait chez les enfants dont on parlait de l'autisme déjà à l'époque. Et donc c'est dans cette perspective-là que je suis orienté vers la pédopsychiatrie. Alors j'ai été pendant un certain nombre d'années responsable d'un service de pédopsychiatrie à Angers. Et mes amis universitaires m'ont demandé de rejoindre l'université. Donc j'ai présenté l'agrégation de pédopsychiatrie et j'ai été nommé professeur à Lille, à la faculté de médecine de Lille. Et là donc j'ai essayé d'enseigner à mes étudiants, puisque je suis chargé de la formation des pédopsychiatres de toute la région du nord de la France, d'enseigner à mes étudiants l'importance d'être un bon médecin sur le plan scientifique, c'est-à-dire d'être au niveau des dernières découvertes des sciences, parce que ça conditionne vraiment la qualité de la médecine et de la thérapeutique en médecine, mais sans oublier ou sans perdre de vue qu'un médecin, c'est aussi quelqu'un qui est un homme qui accueille la souffrance d'un autre homme ou d'un autre enfant, et qu'évidemment la qualité de la relation humaine compte beaucoup dans cet exercice périlleux qu'est celui de la médecine. Et donc je mets beaucoup d'énergie à développer l'importance d'articuler la dimension, on pourrait dire, neuroscientifique, génétique, toutes ces avancées scientifiques considérables des dernières décennies, des dernières années, puisque ça avance d'une façon exponentielle, mais sans jamais perdre de vue la question de la qualité de la relation humaine. Alors c'est vrai que pour moi, la formation psychanalytique a été vraiment fondamentale, puisque c'est une culture, c'est un enseignement, c'est une initiation qui nous permet d'accéder à justement la relation humaine d'une façon plus précise, plus conceptualisée. Tous les concepts qui tournent autour de la relation transférentielle, la relation d'apprivoisement, comme disait le Petit Prince de Saint-Exupéry avec le renard, d'apprivoisement entre l'enfant, les parents et le thérapeute ou les soignants qui vont s'occuper d'eux, est très intéressante à comprendre à la lumière de la psychopathologie freudienne. Et donc je consacre aussi beaucoup d'énergie à ce que mes étudiants apprennent ces aspects-là. Et je crois qu'en matière d'autisme, évidemment, c'est quelque chose qui prend une importance considérable à la lumière de ce que je vous ai dit dans les questions précédentes. Si on considère que les petits autistes sont des objets de recherche et de science seulement, on ne leur apporte pas toute l'importance de l'interaction humaine, dont on sait que c'est un des signes de la pathologie autistique spécifique. Donc c'est très important de pouvoir développer ces différentes dimensions-là dans l'exercice, et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire au cours de ces décennies de travail dans le service public de pédopsychiatrie et puis à l'université. C'est vrai que j'ai traversé un certain nombre de difficultés, notamment au cours d'une recherche que j'avais lancée sur une technique qui s'appelle le packing, les enveloppements humides, que j'avais apprise donc avec les adultes schizophrènes. C'est une technique qui nous vient
du 19e siècle, qui a été expérimenté par les aliénistes français, donc c'est vraiment très ancien. Ça a été repris par les Américains au XXe siècle, qui, à la lumière de la psychanalyse, en ont fait une technique de contenance des patients qui étaient très agités, violents, etc. Et quand je suis arrivé dans un service de pédopsychiatrie où il y avait un certain nombre d'enfants qui s'automutilaient, eh bien, j'ai été un peu déboussolé par le fait qu'aucune thérapeutique ne marchait avec ces enfants-là. Et donc, je me suis rappelé mes expériences de packing avec les adultes et j'ai appliqué cette méthode aux enfants et ça a donné des résultats tout à fait intéressants et rapides pour la plupart d'entre eux. Arrêt des automutilations, etc. Donc, assez naturellement, vu mon profil universitaire, j'ai proposé un programme de recherche pour mettre ça en évidence. Donc ce programme de recherche a été lancé là, il y a quelques années maintenant, 2008 à peu près. Et donc on vient de finir les inclusions là et on va donc exploiter bientôt les résultats. Et je vais faire une publication internationale pour annoncer donc les résultats de cette recherche, de façon à ce que toutes les calomnies qui ont été lancées sur cette technique, qui est une technique d'enveloppement des enfants quand ils sont perdus dans le monde, puissent trouver les réponses scientifiques qui s'imposent et quitter le domaine de l'idéologie qui, comme disait Raymond Aron, est l'idée de mon adversaire. Voilà. Donc voilà un petit peu mon parcours. Là, je viens de prendre ma retraite de ma fonction de chef de service au CHU de Lille, en France. Et donc maintenant, je me consacre davantage à un certain nombre de conférences, d'enseignements en France et dans des pays qui veulent bien m'accueillir. Et donc, j'écris aussi un certain nombre d'ouvrages pour un peu détailler certains points qui m'intéressent particulièrement, et notamment un point sur lequel j'avais fait une thèse d'université il y a quelques années maintenant, à propos de la sémiotique, c'est-à-dire la question du rapport entre l'autiste et le langage. Un peu à l'image de ce que j'ai observé, puisque je suis par ailleurs président de la section France de la WAME, une association qui s'intéresse aux bébés, ce que j'avais constaté qui se passait chez les bébés quand ils sont en difficulté développementale. Et je trouve que cette question de l'articulation du développement du corps avec le langage est une des questions fondamentales de tous les gens qui s'intéressent au développement de l'enfant, aussi bien les pédagogues, les éducateurs que les thérapeutes. Et pour moi, cette question du langage reste une des énigmes principales de ma trajectoire professionnelle. Alors, par ailleurs, pour pouvoir accéder à cette relation humaine qui me tient tellement à cœur, j'ai appris mon métier, je pourrais dire, vraiment auprès des personnes qui ont fondé le courant de psychothérapie institutionnelle. François Tosquelles, Jean Houry, qui a créé la clinique de la Borde, qui a travaillé avec Félix Zouattari, qui est bien connu au Brésil, et puis des gens qui étaient un peu dans leur réseau amicaux, comme Maud Manoni, des gens qui ont créé le système de Bonneuil, enfin, etc. Un certain nombre de personnes qui ont été très importantes pour mon apprentissage de la psychiatrie dans la direction qui m'intéresse un peu. O professor de Leon nos informa sobre o seu percurso profissional, que começa como estudante de psiquiatria, descontente, tocado pela falta de discussão sobre a qualidade da relação humana, formação complementar que ele acredita ter buscado na psicanálise, que ele recomenda aos seus estudantes, inclusive, como um critério para a formação do psiquiatra. E ele nos conta também que começa sua investigação, sua pesquisa, sobretudo em relação a crianças autistas severas que tinham problemas sérios como problemas de automutilação e para as quais nenhum tipo de terapêutica funcionava. Ele então, consternado com isso, se propõe a utilizar uma terapêutica que até então era usada com esquizofrênicos adultos, justamente a partir dessa relação de que se verificava uma correlação entre adultos esquizofrênicos que tinham tido um desenvolvimento autista na infância. E a propósito dessa relação, ele propõe então usar uma técnica que até então tinha sido bastante usada com adultos esquizofrênicos, que é o packing,
que é uma técnica que consiste basicamente em envelopar o corpo da criança com um tecido úmido. E essa técnica começa a dar resultados interessantes e significativos com as crianças que param de se automutilar e desaparecem alguns sintomas também da severidade desse autismo. E ele então desenvolve um laboratório e uma pesquisa grande sobre esse assunto, pesquisa que ainda continua em andamento e que ele espera divulgar os resultados dentro em breve. Além disso, ele nos fala também da importância dessa pesquisa, da relação entre linguagem e corpo, dois conceitos que ele trabalha bastante, e das relações que esse trabalho teve também de influência com discussões anteriores da psicoterapia institucional, de Jean Oury e de Tosquel, que influenciaram bastante o trabalho dele. Como você vê o aumento dos casos de crianças autistas no mundo contemporâneo? Sabemos que há uma modificação de critérios diagnósticos do autismo, o que nos faz viver uma falsa epidemia. Mas é verdade também que os traços autísticos têm aumentado de número nas crianças do nosso tempo. Comment envisagez-vous l'augmentation de cas d'enfants autistes dans les mondes contemporains? Nous savons qu'il y a eu une modification de critères diagnostiques de l'autisme, ce qui nous fait vivre une fausse épidémie. Mais il est vrai aussi que les traits autistiques sont plus nombreux chez les enfants de notre temps. C'est une question très complexe que vous posez là. C'est vrai que la question du nombre des enfants autistes a changé énormément entre le moment où j'ai commencé à apprendre ce métier-là, il y a très longtemps, au siècle dernier, où le taux de prévalence était de 2,5 pour 10 000 enfants. Et il est passé là, ces derniers temps, à 1 sur 100 ou 150, quelquefois même dans certaines publications, 1 sur 64. Donc c'est vrai que ça ressemble à une épidémie d'autisme qui s'est développée pendant les dernières décennies. En fait, dans votre question, vous donnez aussi quelques éléments de réponse déjà, puisque vous dites les critères diagnostiques ont changé, hein, et je crois que c'est effectivement une grande partie de la réponse. Quand Kanner a décrit en 1943 l'autisme, il a donné 2 signes cliniques qui étaient fondamentaux, loneliness et sameness, et donc ces critères-là sont toujours valables à mes yeux aujourd'hui, mais on voit bien qu'un certain nombre de critères diagnostiques ont changé et ont été plutôt dans le sens de considérer l'ensemble des troubles du développement de l'enfant et donc de les caractériser par des signes qui ne sont plus seulement les 2 premiers décrits par Kanner, mais un certain nombre de signes qui s'en éloignent singulièrement et qui viennent parler des difficultés développementales des enfants dans l'interaction avec leurs parents et avec le monde environnant. Et donc évidemment, ces critères ayant changé de façon très profonde, le nombre d'enfants qui peuvent être jugés pouvoir rentrer dans ces catégories s'est accru d'une façon considérable. Alors, est-ce qu'il y a par ailleurs, en plus de cette modification diagnostique, d'autres facteurs qui vont dans le sens d'augmenter le nombre des enfants qu'on repère de ce côté-là? Peut-être qu'un certain nombre d'enfants dans le monde contemporain sont dans un rythme un peu effréné et que des enfants qui ont une fragilité constitutionnelle, dans un milieu qui les soumet à une pression qui est plus importante, peuvent décompenser leur fragilité sous la forme d'un retrait de la relation et présenter peut-être dans un certain nombre de cas des manifestations qui semblent être autistiques, alors qu'en fait il s'agit probablement d'une adaptation à la difficulté de l'interaction qui est quand même très sous pression, sous tension dans le monde moderne d'aujourd'hui. Je pense par exemple à un critère qui est très souvent rencontré, qui est celui de l'hyperactivité, qui est conjugué avec les signes d'autisme et pour lesquels on voit bien que l'hyperactivité d'aujourd'hui est quand même en rapport pour une grande partie avec, disons, le rythme du monde contemporain qu'on impose aux adultes qui partagent ce monde contemporain, mais qui, du fait qu'ils conditionnent nos modes d'existence aujourd'hui,
s'imposent dans l'interaction avec les bébés, à ces bébés, et font qu'un certain nombre d'entre eux qui sont fragiles vont décompenser sur ce mode un petit peu des troubles envahissants du développement, qui vient de changer d'appellation d'ailleurs dans le DSM-5, puisqu'on dit maintenant trouble, c'est sans doute sous l'influence de Harry Potter, trouble du spectre autistique. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond suffisamment à votre question, oui, mais oui. Voilà un peu des éléments qui me font réfléchir en tout cas à cette modification profonde du nombre des enfants concernés par ce qu'on appelle les syndromes autistiques. O professor De Leon respondeu a questão ressaltando que, de fato, houve parte da explicação desse aumento epidêmico dos autistas tem a ver com uma mudança diagnóstica do DSM-5 relativa à desaparição do termo distúrbios globais do desenvolvimento em prol do termo TEA, que amplia bastante o número de indivíduos concernidos por esse diagnóstico, que passaram de uma razão de 2,5% sobre 10 mil para uma razão de um caso a cada 64. Ele levanta também como um outro fator a ser pensado na questão do aumento dos casos de autismo, o ritmo desenfreado do mundo moderno, associado a uma fragilidade constitutiva, que pode resultar em condutas de fechamento ou de isolamento, destacando aí os dois mecanismos, os sinais clássicos para se diagnosticar o autismo, que são exatamente o isolamento e a mesmice. Gostaríamos que você fizesse um resumo das questões, ou de que modo as questões políticas se dão na França em torno da ideia de autismo. Faites les points des enjeux politiques autour de l'autisme en France aujourd'hui. Oui, c'est une deuxième question très complexe et brûlante, surtout en France, puisque un combat s'est engagé entre les associations, certaines associations de parents d'enfants autistes et des professionnels de la psychiatrie notamment, à qui sont reprochées un certain nombre de choses qui sont justifiées à un moment donné de l'histoire, il y a maintenant plusieurs décennies, mais qui ne sont plus justifiées aujourd'hui alors que le combat continue. Alors ça a amené ces associations à faire du lobbying auprès des pouvoirs politiques et à donc obtenir du pouvoir politique un certain nombre d'énoncés qui sont des énoncés qui, à mes yeux, sont catastrophiques sur le plan culturel. Par exemple, la mise à l'index de la psychanalyse, la mise à l'index de la psychothérapie institutionnelle et d'un certain nombre de pratiques qui sont prônées par ces grands courants culturels. Alors on sent bien que du côté des professionnels, cette mise en accusation les paralyse, les met dans un état de sidération qui évidemment nuit à la qualité des traitements qu'ils proposent pour les enfants, et que par ailleurs sont prônées des méthodes de type comportementaliste essentiellement, qui elles n'ont pas fait la preuve partout de leur efficacité absolue. Et donc nous sommes dans une sorte de langage un peu étrange, où des choses qui sont proposées et imposées aux professionnels français n'ont pas fait la démonstration de leur efficacité absolue. Et puis en même temps, les professionnels qui savent qu'ils ont à leur disposition un certain nombre de concepts et de pratiques qui sont très intéressants pour un certain nombre d'enfants et qui sont en difficulté pour les mettre en application du fait de ces oukases politiques. Alors évidemment, ça tend un peu les rapports entre les parents, entre certains parents et les équipes de professionnels. Alors c'est pour ça que plutôt que d'en rester à cette opposition, bloc contre bloc, je trouve plus intéressant de proposer une position intégrative, c'est-à-dire que je résume de la façon suivante: l'éducatif toujours, le pédagogique si possible, et le thérapeutique si nécessaire, de façon à ce que les enfants puissent bénéficier de l'éducation de leurs parents, ce qui est la base même des relations entre les enfants et les parents, que si jamais ils ont besoin de se faire aider pour ce faire, qu'ils puissent le faire auprès d'éducateurs qui représentent telle ou telle méthode éducative, dont ces méthodes comportementalistes ou pourquoi pas, et puis qu'à partir de là, ils puissent retrouver une capacité à être en interaction avec leurs enfants qui permettent
qu'ils exercent leur fonction éducative auprès de leurs enfants autistes. Et puis à côté de ça, il y a l'importance de l'inclusion scolaire, c'est-à-dire le fait qu'un enfant puisse aller dans l'école de tout le monde pour y faire un travail de socialisation, on pourrait dire d'emblée, dans l'école maternelle. Et puis si son niveau ne permet pas qu'il y soit accueilli, parce qu'il est déficient, parce qu'il a d'autres difficultés, à ce moment-là qu'on puisse l'accueillir dans un milieu médico-éducatif qui propose des solutions pédagogiques pour des enfants qui ont un niveau inférieur sur le plan intellectuel. Si ces deux solutions-là sont efficaces pour l'enfant et qui permettent qu'il retrouve un développement qui convient aux parents, eh bien on s'en tient là. Si par contre l'enfant présente des grandes angoisses, alors c'est important que le thérapeutique rentre en scène pour aider l'enfant à résoudre ces problèmes d'angoisse spécifiques qui apparaissent chez les autistes. Et vous voyez le problème qui se pose et qui fait que c'est devenu un problème politique, c'est qu'un certain nombre de parents, malheureusement, voient la question générale de l'autisme à l'image de leur enfant. Et les enfants autistes sont très différents les uns des autres. Il y a des enfants qui présentent un syndrome d'Asperger, comme Renman par exemple, qui a besoin d'une approche pédagogique qui est très différente d'un enfant qui présente un autisme avec une déficience profonde. Et on ne peut pas généraliser à propos du premier quelque chose qui serait intéressant pour le deuxième. Donc là, il y a un problème de compréhension entre les différents partenaires de la situation qui, pour l'instant, est résolu de façon un peu massive par le fait qu'il faut telle méthode qui est prônée par le pouvoir politique. Et je pense que c'est au détriment de l'intérêt des enfants et de leur famille. Et donc je plaide vraiment pour qu'on puisse retrouver un débat entre les associations de parents et les professionnels, éducatifs, pédagogiques, thérapeutiques, pour que, à nouveau, quelque chose puisse se fabriquer ensemble, un costume de prise en charge qui soit commun, qui soit fabriqué par l'ensemble et qui aille donc bien à l'enfant qui en a absolument besoin. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que les politiques d'aujourd'hui en France, de droite comme de gauche, n'ont pas encore touché du doigt. Et ils restent dans des positions très dogmatiques qui sont préjudiciables à la prise en charge des enfants. O professor De Leon vai complementar a resposta dele, a segunda resposta dele. Si tu peux ajouter la question des associations. Oui, d'accord. Là, je peux? Oui, tu peux. Et d'ailleurs, en France, actuellement, c'est un signe que je juge très, très favorablement. Des associations de parents effarés par l'intégrisme de certaines associations se sont créées pour défendre cette position d'intégration au nom de la liberté des parents de choisir ce qui intéresse ces parents pour leur enfant. Et ça, il me semble que c'est un signe très encourageant pour notre politique d'intégration et de complémentarité. O professor De Leon nos responde à segunda questão, dizendo que na França a questão também é bastante complexa, porque lá também ocorreu, como no Brasil, entrincheiramento de posições teóricas, de um lado os comportamentalistas cognitivistas, de outro lado os psicanalistas, e que também lá ocorreu o posicionamento do governo a favor de uma das posições, o que é feito com frequência em detrimento do interesse da criança. Ele defende uma posição que pode ser colocada numa fórmula interessante, que é educar sempre, ensinar se possível, tratar se necessário. E defende também a ideia de uma política que vá em direção a uma integração das diversas posições, com um trabalho em conjunto, em vez de um trabalho de oposição, e nos informa que na França, no momento, existem instituições mais fundamentalistas, ou seja, fechadas em posições entrincheiradas, assim como outras instituições mais voltadas para uma integração e que nascem exatamente do interesse de fazer essa integração em prol da criança. Bom, é importante ressaltar que quando ele fala do educar, que é sempre o ensinar se possível e tratar se necessário, ele está destacando que a educação é predominantemente feita pela família, pelo ambiente familiar, o ensinar predominantemente feito pela escola e o tratar pelos profissionais de saúde.
gostaríamos de agradecer ao professor de Lyon pela entrevista, que nos possibilita acompanhar o percurso profissional e que toca em vários temas que são pertinentes também à pesquisa que temos realizado aqui no Brasil. E é interessante sempre ver uma série de pontos em comum, apesar das diferenças culturais, como há vários pontos em comum no trabalho com as crianças autistas. Je voudrais vous remercier de votre interview et merci. Merci à vous.